Bienvenue sur CivilNet. Mon invité est Rafi Philippe Kelfayan. Son nom est souvent associé au droit international humanitaire puisqu'il est avocat en droit international, chercheur associé à l'université Paris-Panthéon-Assas et ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonjour Monsieur Kelfayan. Bonjour. Alors, on va commencer par parler du dernier cas de droit international qui a fait des remous ici en Arménie. Début mars, le Premier ministre Nicole Pachinian avait émis l'idée que l'Arménie pourrait abandonner les poursuites judiciaires internationales en cours contre l'Azerbaïdjan si un accord de normalisation était atteint entre les deux pays et à condition que l'Azerbaïdjan abandonne également les poursuites en cours contre l'Arménie. Cette déclaration a suscité beaucoup d'inquiétudes. Les anciens défenseurs des droits de l'homme d'Arménie, d'Artsakh, des ONG et des personnalités juridiques ont publié une lettre conjointe pour avertir le gouvernement de ne surtout pas prendre cette décision-là. Je vous pose la question suivante. Quels sont les enjeux ici et quelles conséquences ça pourrait avoir pour l'Arménie si le gouvernement prenait une telle décision, la décision de laisser tomber les poursuites? Bon, premièrement, il faut dire que quand on est dans ce genre de processus de négociation avec la partie adverse, il n'est pas surprenant qu'il y ait une telle demande qui soit faite de la part de l'Azerbaïdjan. Ça fait partie des choses normales puisqu'il y a deux pays qui ont des griefs l'un envers l'autre. Et donc, s'ils veulent aboutir à un traité de paix, il est logique qu'à un moment donné, on cesse toutes les actions judiciaires qui ont été entreprises vis-à-vis de l'autre. La seule chose, c'est qu'ici, on est dans une situation totalement déséquilibrée. C'est-à-dire que nous sommes face à un pays qui en demande toujours plus, alors que l'Arménie cède toujours plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que on a réclamé justice depuis le début. Justice pour l'Artsakh, justice sur les cas de torture, justice pour les prisonniers de guerre. Et donc, ça veut dire que d'un seul coup, au nom d'une paix qui est vraiment pour l'instant très loin de la réalité, on est prêt à accepter de céder surtout les aspects de justice pure. Or, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le fait même que le gouvernement arménien ait soulevé la question d'une possibilité de cesser toutes ces actions judiciaires, c'est une erreur fondamentale, c'est une erreur magistrale, parce que ça donne des arguments à la partie azerbaïdjanaise pour aller encore plus loin dans ses revendications. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, bien entendu que cela met les défenseurs de la cause du droit au retour des Arméniens d'Artsakh ou la cause de tous ceux qui veulent défendre donc les autres droits de cette population, notamment le droit à la restitution de leurs biens, le droit à l'usage de leurs biens. Tous ces droits sont aujourd'hui menacés parce que malheureusement, c'est ainsi. Ce type de droit est plus facilement défendable quand c'est un État qui en prend la défense que quand ce sont des organisations non gouvernementales. Parce que malheureusement, la République d'Artsakh n'était pas reconnue comme État et donc elle ne peut pas engager d'action en qualité d'État. Donc ça sera forcément des organisations non gouvernementales ou le rassemblement des Arméniens d'Artsakh au sein d'une organisation parapluie. Oui, je vous en Oui, prie. voilà, justement que vous parlez de l'Artsakh, c'est très bien parce que je voulais justement vous demander par rapport aux déplacés de force de l'Artsakh, donc pour recontextualiser, c'est plus de Oui, 100 000 Arméniens de l'Artsakh qui ont été déplacés de force suite à l'invasion oui. éclair de l'Azerbaïdjan le 19 septembre 2023. Ça fait donc 6 mois et jusqu'à maintenant on appelle ceux qui ont été forcés de quitter leur terre, les Arméniens qui ont été forcés de quitter leur terre, on les appelle les déplacés, les personnes déplacées sans qu'ils aient de statut légitime.
Que doit-on faire au niveau du droit international pour reconnaître un statut à ces personnes? Écoutez, le droit international, lui, prévoit beaucoup de choses. Tout d'abord, il prévoit le statut de réfugié au sens du droit international. Et ensuite, il se trouve qu'en Arménie, il y a eu quelques hésitations pour leur accorder un statut à ces déplacés de force. Il y a eu effectivement une hésitation pour savoir déjà si ils étaient citoyens d'Arménie à part entière ou pas. Un flottement qui est déjà en soi dommageable pour les Arméniens d'Artsakh. Finalement, on a compris que le statut de citoyen qui avait été attribué aux citoyens d'Artsakh à l'époque où ils vivaient encore sur leur terre, c'était en réalité un semi-statut de citoyen, c'est-à-dire qu'ils avaient effectivement un certain nombre de droits, mais c'était surtout un passeport pour pouvoir voyager librement à l'extérieur d'Artsakh et de l'Arménie. Mais qu'ils n'avaient pas tous les droits d'un citoyen, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'acquérir des terres ou ils n'avaient pas le droit de voter aux élections arméniennes. En contrepartie de quoi, ils n'étaient pas obligés de servir dans l'armée arménienne. Aujourd'hui, cette question du statut de réfugié est vraiment centrale sur le plan de la stratégie politique. Parce que si les Arméniens d'Artsakh souhaitent effectivement obtenir un statut de réfugié au sens du droit international, c'est bien souvent pour pouvoir émigrer dans un autre pays et bénéficier de ce statut de réfugié. Or, le gouvernement arménien, entretenant une certaine confusion dans le statut qu'il est prêt à leur accorder, ne les aide pas beaucoup, parce que il est bien évident que si vous prenez un pays comme la France, par exemple, un citoyen déplacé de force qui se présenterait en France pour demander l'asile, il y a peu de chances pour qu'il se voit accorder ce statut de demandeur d'asile parce qu'ils vont considérer que l'Arménie est le pays qui naturellement doit abriter ces réfugiés et que le gouvernement arménien prévoit un certain nombre de dispositions pour les accueillir, voire un certain nombre d'aides pour les aider à s'installer. Donc vous voyez, c'est une situation très compliquée dans laquelle finalement les citoyens déplacés de force d'Artsakh sont les victimes d'un système interétatique où d'un côté vous avez des pays qui n'ont pas envie d'avoir un fardeau de plus en recevant ces réfugiés, et l'Arménie qui leur dit oui, si vous voulez donc vivre ici, il faut accepter d'acquérir la nationalité arménienne et on vous donnera des aides pour vous installer dans les parties frontalières de l'Arménie ou dans certaines régions inhabitées. Donc ils sont pris au piège. Vous parlez d'être pris au piège. Il y a aussi les prisonniers de guerre qui sont pris au piège là en ce moment en Azerbaïdjan. Il y aurait au moins 23 prisonniers de guerre arméniens dans les prisons azerbaïdjanaises. Parmi eux, on y rencontre des personnes qui sont très médiatisées de haut rang. C'est des anciens présidents de l'Artsakh, de l'ancien ministre d'État et aussi un philanthrope, businessman, homme d'affaires Rouben Vardanian et un civil qui s'appelle Vagif Khachatryan qui était âgé de 68 ans, qui est âgé de 68 ans et qui a été kidnappé en juillet. Il a des problèmes de santé graves et c'était un civil qui se rendait dans un convoi de la Croix-Rouge. Et il a vraiment un sentiment quelque part d'impunité. On a l'impression qu'en fait rien n'atteint l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a des négociations qui ont lieu puisqu'apparemment, selon l'Azerbaïdjan, l'heure
protection au niveau du droit international humanitaire est assurée. Ils sont bien traités en tant que prisonniers de guerre. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de négocier d'une quelconque manière? Est-ce que des négociations en dehors du droit international ne sont pas possibles pour essayer de libérer ces prisonniers de guerre-là? Écoutez, bon, d'une manière générale, les prisonniers de guerre auraient dû être libérés depuis longtemps et vous savez très bien que l'Azerbaïdjan en a libéré certains, mais en a gardé d'autres parce qu'il les considère pas comme des prisonniers de guerre. Il les considère comme des terroristes. C'est le mot utilisé par toutes les dictatures pour emprisonner ceux qui gênent. Le cas des 8 dirigeants donc, qui ont été interpellés, arrêtés, puis emmenés en prison, en détention en Azerbaïdjan, c'est un cas encore plus emblématique parce que ce sont des gens qui incarnaient la résistance à un retour de l'administration azerbaïdjanaise sur l'Artsakh. Ils incarnaient aussi une forme de résistance par rapport à l'Arménie, parce qu'ils s'opposaient à la cession de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan. Donc ils gênent finalement beaucoup de monde. Effectivement, l'Azerbaïdjan essaye de leur trouver des incriminations qui sont relatives au terrorisme. C'est-à-dire, soit ils appartiennent à une organisation terroriste, soit ils ont financé le terrorisme. Bon, des charges que dans un pays normal, il serait difficile de prouver. Malheureusement, l'Azerbaïdjan n'est pas un pays respectant un état de droit. C'est un pays qui ne respecte pas non plus les décisions des cours internationales de justice. C'est pas le seul dans le monde. Malheureusement, aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup d'États dans cette situation. Donc, évidemment, que une solution négociée politiquement serait possible, enfin serait souhaitable plutôt, mais elle ne sera pas possible parce que l'Azerbaïdjan conserve tous ces prisonniers comme otages des négociations du traité de paix avec l'Arménie. C'est un moyen d'obtenir encore plus de concessions. Donc, pour avoir été un petit peu impliqué dans les discussions autour de ce sujet, je donnais l'exemple d'un autre pays voisin qui est la Turquie et qui a emprisonné un homme totalement innocent qui s'appelle Osman Kavala, qui est un mécène qui finançait de nombreuses activités pour le dialogue entre les minorités et la majorité turque, qui finançait vraiment cet esprit de dialogue. Il est en prison. Il est en prison pour des charges qui n'ont jamais pu être prouvées, malgré la mobilisation de tous les chefs d'État de très grands pays, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, qui sont intervenus personnellement pour demander à M. Erdogan de libérer cette personne innocente. Ils n'ont pas réussi. Voilà, donc c'est malheureusement l'impunité qui règne dans ce monde. Et ce qui se passe actuellement dans d'autres régions du monde, notamment au Moyen-Orient, montre bien que l'impunité aujourd'hui gagne sur tous les terrains. On va un peu sortir du droit international pour plonger plutôt dans le domaine politique. Dans un de vos articles, vous développez la notion de neutralité positive pour l'Arménie. Oui. Vous dites que c'est cette doctrine que l'Arménie devrait développer pour peser au niveau international. Qu'est-ce que la neutralité positive et que peut faire l'Arménie pour l'atteindre? Sachant qu'en plus, on est quand même dans une situation assez tendue où on parle souvent d'une guerre qui peut être tout à fait imminente. Comment est-ce que cette idée de neutralité positive peut se développer? Alors, ce concept de neutralité positive, je l'ai développé
dans une perspective très claire. C'était aujourd'hui en Arménie ou parmi les Arméniens de diaspora, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut choisir entre l'alliance stratégique avec la Russie et un rapprochement total avec l'Occident. J'ai voulu démontrer, et je pense que tous les gens sensés le savent, c'est qu'il est impossible aujourd'hui pour l'Arménie de rompre cette alliance stratégique avec la Russie pour des raisons à la fois militaires et économiques. La moitié de notre économie dépend de la Russie, toute l'énergie dépend de la Russie, les voies de transport dépendent de la Russie, et sur le plan militaire, tant que nous n'avons pas le même type de garantie de la part de l'Occident, qu'ils sont prêts à nous protéger contre une invasion azerbaïdjanaise ou une invasion turque, il n'y a absolument aucun motif valable, raisonnable de rompre cette alliance stratégique avec la Russie. Donc la neutralité positive que j'ai développée, ça veut dire épouser les valeurs occidentales, démocratie, état de droit, se rapprocher, pourquoi pas de l'Union européenne, en tout cas dans le cadre des programmes d'harmonisation, mais ne pas rompre avec la Russie, parce que ce serait faire la même erreur que celle qui a été faite il y a 100 ans, où les Arméniens comptaient sur l'Occident pour les libérer du joug ottoman, et quand l'Empire ottoman a démarré le génocide, eh bien, l'Occident n'était pas là pour nous protéger. Donc, ne pas faire la même erreur historique, parce qu'elle serait fatale cette fois-ci. Donc, notre neutralité positive, c'est ça. Donc, la neutralité positive, ce n'est pas une neutralité constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui ont décrété que la neutralité faisait partie de leur constitution. C'est le cas de la Suisse, de l'Autriche. C'était aussi le cas de la Suède. Bon, la Suède et la Finlande viennent d'abandonner leur neutralité positive en raison du conflit russo-ukrainien. Pour l'Arménie, nous n'avons pas les moyens de faire autre chose. Si nous prenons parti pour l'Occident, nous serons sûrs d'être attaqués par l'Azerbaïdjan parce que la Russie donnera son feu vert pour cela. Et si nous décidons de nous rallier, enfin de revenir donc sous l'ordre russe, cette fois-ci c'est l'Occident qui nous punira d'une autre manière, par des voies de sanctions ou autres. Donc aujourd'hui, la seule solution réaliste, c'est de pratiquer cette politique de neutralité positive. Et alors, on parle aussi souvent des rapports entre l'Arménie en tant qu'État et la diaspora et d'une césure entre les deux instances. Donc, dans quelle mesure l'Arménie et la diaspora peuvent-elles être liées, sachant la situation actuelle de guerre, de conflit? Est-ce que c'est un processus qui au final est réciproque? Qui devrait être l'initiateur de ce processus, de cette harmonisation des relations entre les deux parties? Écoutez, bon, c'est un vaste sujet qui a été traité depuis 30 ans et ça n'a jamais abouti parce que personnellement, je pense que cette relation Arménie-diaspora est plus artificielle que profonde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore en Arménie la prise de conscience réelle que la diaspora est un atout pour l'Arménie. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce que j'avais expliqué dans un autre article,
on ne peut pas créer un État sans tenir compte de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, la diaspora, c'est 75% de la nation arménienne. 75%. C'est-à-dire que donc, si on réduit l'État aux seuls résidents de l'Arménie, c'est-à-dire 2,5 millions d'habitants, avec en plus de ça un processus d'émigration qui continue, l'Arménie n'existera plus dans 30-40 ans. Donc, il est temps d'aborder cette relation Arménie-diaspora sous un angle beaucoup plus profond, beaucoup plus structurel. Et cela fait des années que je réclame la création d'un comité ou d'un comité consultatif qui soit composé de gens d'Arménie, de gens de la diaspora pour réfléchir à ces questions. Comment structurer ces relations Arménie-diaspora? La diaspora ne peut pas légitimement réclamer autant de droits qu'un citoyen arménien, et c'est tout à fait logique. En revanche, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à l'avenir de l'État-nation arménien, fixer les objectifs, se mettre d'accord sur la manière d'avancer ensemble de manière cohérente sur plein de sujets qui intéressent donc l'avenir de l'Arménie. C'est ça, c'est là où il faut composer une commission paritaire, mixte, qui réfléchisse à ces sujets-là et que tout le monde ensuite travaille dans la même direction. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora et l'Arménie ne travaillent pas dans la même direction. Et le gouvernement arménien fait tout pour aller contre ça, d'ailleurs. Cette idée de créer des commissaires à la diaspora dans chaque pays, dont le but, en fait, inavoué, est de prendre le contrôle des communautés diasporiques et non pas de travailler avec elles. Donc on écarte tous les gens qui ne satisfont pas totalement la politique du gouvernement arménien, et on choisit ceux qui peuvent prêter allégeance au gouvernement arménien. Et ça, c'est destructeur du travail qui a été fait dans les communautés arméniennes depuis tant de décennies. Donc il faut arrêter ce travail de destruction. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci, j'espère qu'on saura en retenir des choses positives. J'espère aussi. Merci à vous d'être restés avec nous et continuez à suivre CivilNet.